J'ai un papa champenois et une maman bretonne, donc je suis 50% breton et 100% champenois. Faut jamais oublier d'où on vient, faut jamais oublier où on se trouve et faut jamais oublier pour qui on fait. En étant passionné de cuisine, je suis forcément passionné de vin. Et le vin, c'est quelque chose de très personnel. Il faut que chacun se l'approprie au moment où il en a envie. Je dis souvent, il faut relativiser aussi l'approche du vin comme l'approche de la cuisine. Au bout du compte, dans une année, il y a à peu près 700 repas. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Faites des expériences, faites des nouveautés. N'allez pas à la sécurité tout le temps. Et même si dans l'année, vous foirez 3 bouteilles et 3 repas, c'est pas grave. Au moins, vous en aurez découvert plein à côté. Hello les glouters, j'espère que vous allez bien. Quelle signification, la vôtre, aussi intime soit-elle. Placez-vous derrière les verbes boire et manger. Tiens, je vous le demande, peut-être pourrions-nous nous surprendre à dessiner instinctivement un pont au-dessus du vide ambiant, reliant naturellement deux univers du vivant, deux actes fondateurs en somme, susceptibles à eux deux d'ancrer pour de vrai notre existence dans le réel. L'occasion de saluer ici les acteurs de cette architecture folle, sans qui notre compréhension du monde serait morne, et cette civilisation certainement endeuillée de passer à côté de toute cette magie. Je veux évidemment parler de nos sens, les amis. Nos sens qui nous connectent bien plus que la 5G à ce que nous sommes, à ce qui nous entoure, à la réalité, aux couleurs, aux odeurs, aux goûts, aux textures, percutant ainsi nos vies à vive allure depuis la nuit des temps. Alors pour cette nouvelle émission, découvrons ensemble ce que le vin dit d'Arnaud Lallemand. Et quel plaisir d'accueillir sur Glouglou ce chef au grand cœur, triplement étoilé par le fameux guide Michelin qui émerveille nos sens et nos papilles avec sa cuisine depuis sa maison de famille nommée l'Assiette Champenoise. Pour l'occasion, celui qui s'est hissé au rang de 2e meilleur restaurant du monde en 2022, classement le plus objectif en matière culinaire concocté par La Liste, nous dévoile ici son attachement à ses racines champenoises, bien profondes, son engagement pour les beaux produits, sa passion palpable et évidente pour la gastronomie et les vins, deux inséparables qui s'invitent à votre table pour une expérience inoubliable. Arnaud nous ouvre ici les portes de sa cave avec générosité, lève le voile sur les vignerons qu'il admire, ceux avec qui il lie une amitié forte, effervescente même. Il nous confie ses coups de cœur, ses intuitions et autres tendances qu'il pressent, sans oublier ses bonnes adresses, celles qu'il aime et vous recommande. Haut les cœurs et vive la Champagne! Je vous invite donc à prendre place, le menu est tout aussi précis que gourmand, il suscite le rêve, la maison sait recevoir. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés, nul doute que celle d'Arnaud Lallemand saura vous faire saliver. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves, vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les amis et bienvenue sur Glouglou pour une nouvelle émission. Quel plaisir d'être en face d'une nouvelle personnalité inspirante et certainement inspirée puisqu'elle est allée décrocher 3 étoiles au fameux guide Michelin, rendez-vous compte, et ce depuis 2014. C'est pas rien, j'ai le plaisir de vous présenter Arnaud Lallemand. Salut Arnaud, comment vas-tu ? Bonjour Pierre-Yves, comment ça va bien ? Ça va très bien. Voilà. Je suis très heureux de pouvoir découvrir en fin de compte ce que le vin dit de toi. C'est tout un programme. Tout un programme. En étant passionné de cuisine, j'ai presque envie de dire forcément passionné de vin, parce que c'est la continuité des plats, c'est le départ d'un plat, c'est l'émotion d'un plat, c'est la suite logique d'un moment à partager sur un plat. Le menu s'annonce succulent, les amis, vous l'aurez deviné. Primo, on va commencer par le commencement. Merci de m'accueillir chez toi dans ta maison. Non, merci Pierre-Yves d'être venu dans notre maison. On est, les amis, donc à l'Assiette Champenoise. Magnifique maison, un parc de 2 hectares. 3 étoiles, je le disais, on est à 50 mètres du panneau de la ville de Reims. Une maison familiale. Et donc, enregistrer cette émission, chez toi, c'est un vrai plaisir et un vrai honneur. Alors, chez Glouglou, de la même manière, quand tu reçois tes convives au quotidien, tu aimes bien leur apporter une mise en bouche,
Le premier chapitre de cette émission, c'est l'étiquette. C'est le moment où l'invité peut se présenter. Tu as carte blanche. Donc je m'appelle Arnaud Lallemand, je suis chef restaurateur avec 3 étoiles au Michelin, 19,5 au Gomillo, 5 tocs, et puis tout ce qui va avec. Mais c'est surtout, et surtout avant tout, une maison de famille. C'est une maison que mes parents ont créée en 75 dans un petit village à 10 km d'ici. En 87, ils sont venus s'installer dans cette maison. Moi, en 97, je les ai rejoints. J'ai malheureusement perdu papa en 2002 à l'âge de 50 ans d'une maladie. Et après, maman, ma sœur et surtout ma femme, on a continué cette belle aventure jusqu'à aujourd'hui. Donc une belle aventure familiale. Tu parlais et tu introduis quelque part un chapitre que j'aime beaucoup sur Glouglou qui s'appelle les racines, où on va aller essayer de puiser justement d'où ça peut venir, cette appétence, ce goût aussi donc pour les belles choses, pour les bons produits et puis pour les bons vins. C'est le prochain chapitre, jingle. Mon goût est en pleine croissance. Il me faut du vin. Mon cher Arnaud, j'ai une question très simple. Quel est ton premier souvenir avec le vin ? Ah mais comme tous les champenois, je pense qu'à la naissance, tous les papas trempent leurs doigts dans un verre de champagne et nous le mettent dans la bouche. Donc j'ai pas réellement de souvenirs, c'est simplement que c'est très champenois de faire ça à la naissance. Ah, excellent. Et est-ce qu'il y avait, j'imagine, forcément, parce que toi tu as grandi en voyant donc tes parents travailler, métier de restaurateur, il y avait forcément du vin et une cave à la maison. Ah bah on a toujours baigné et dans une cuisine et dans une cave. Ça a toujours été l'un et l'autre. Je me rappelle dans le premier restaurant de mes parents, il y avait la cuisine qui se trouvait à un endroit de la maison et peut-être à 10 mètres, il y avait l'entrée de la cave. Donc on naviguait toujours entre la cuisine et la cave. Et ce moment de cave était toujours impressionnant, même en étant petit, toutes ces bouteilles rangées dans des casiers, tous ces vins, aussi bien les vins plus classiques que les vins les plus rares. Et c'est vrai que c'est toujours fantastique. Ton papa avait une vraie appétence pour le vin. Oui, bon, déjà dans une région viticole comme la Champagne, je pense qu'on est tous un peu picousés au vin. On est tous fans de champagne, de vin, et c'est vrai qu'en étant en plus cuisinier, il y a ces accords mets et champagne, ces accords mets et vin qui comptent énormément. Ouais, je vais vous faire une petite confidence, les Glouters. J'ai eu le plaisir, de goûter la cuisine du chef et associé justement à des très jolis vins de champagne. Et ça marche et on le dit peut-être pas assez, mais faire un repas au champagne c'est évidemment possible. Bien sûr. Moi je me rappelle quand je suis arrivé pour reprendre la maison de mes parents en 97, donc il y a presque 30 ans maintenant, les repas au champagne se faisaient déjà, mais souvent les convives prenaient à la carte ou un menu et ils avaient une bouteille de champagne qui les accompagnait pendant tout le repas, qui renouvelait de temps en temps sur la même référence. Et moi quand je suis arrivé, j'ai commencé à vouloir travailler sur des accords mets et champagne, c'est-à-dire chaque plat un champagne ou chaque champagne un plat. Et on pouvait rester soit dans une belle maison ou chez un joli vigneron en faisant toutes les références de ce vigneron ou de cette maison-là sur le menu, ou même partir sur des sentiers battus pour aller chercher d'autres choses sur d'autres vignerons et puis vraiment naviguer. Aujourd'hui, la Champagne, elle est extraordinaire. Parce que c'est pour moi une des régions viticoles les plus dynamiques du monde. Vous allez me dire ça, je suis champenois, c'est facile à dire, mais c'est une vraie réalité. Tous les jours, on a un nouveau vigneron qui éclore, on a une nouvelle maison qui éclore, il y a des nouvelles cuvées qui arrivent, et on a une disparité aujourd'hui en Champagne qui est assez exceptionnelle. Il y a 30 ans, la Champagne, c'était surtout des grandes maisons avec, on va dire, une trame, le brut sans année, le millésimé, le rosé, la grande cuvée. De temps en temps, il y avait vraiment un monocépage, mais c'était la trame classique. Aujourd'hui, cette trame, elle est totalement explosé. On a des vignerons qui nous sortent 10 références, 12 références, il y a des maisons de champagne qui nous sortent 8 références, il y a beaucoup de belles choses. En plus, à ça, la Champagne a appris que ça vieillissait bien. Il y avait quelques maisons qui le faisaient comme Krug, comme Bollinger, comme Dom Pérignon, qui faisaient des gardes de cave jusqu'à 10, 20, 30, 40 ans, et on avait la preuve que ça se gardait. Mais tout le monde a appris à faire des vins qui se gardent. Donc aujourd'hui, en plus de la trame qu'on connaît, il y a aussi toutes ces vieilles bouteilles qui ressortent de la cave et qui nous donnent des accords extraordinaires. Ouais, des accords extraordinaires et des émotions, et pour cause, rendez-vous compte, il n'y a pas moins de 4615 références à date aujourd'hui sur la carte de l'assiette champenoise, et on me dit dans l'oreillette qu'a priori il n'y a pas tout. Ouais, il n'y a pas tout, mais le chiffre exact tu le connais mieux que moi en fait.
Donc voilà. Donc non, on n'a pas tout parce qu'il y a des vins qui sont en vieillissement, il y a des références qu'on a retirées pour pouvoir les garder, il y a encore beaucoup de choses en plus. Ouais, une belle gestion et tu le disais, alors ces racines, j'imagine, toi qui grandis en Champagne justement, est-ce que tes copains d'école, il y a peut-être des vignerons parmi eux? Oui, j'ai beaucoup d'amis vignerons, entre Frédéric Savard, Jérôme Prévost, Alexandre Chartogne. Dans tous, on a des âges différents, mais on s'est tous rencontrés à un moment de notre vie champenoise et on a bien sympathisé. Et aujourd'hui, on partage énormément et au niveau de la cuisine, parce que c'est des vrais gastronomes aussi. Parce que autant moi j'aime le vin par rapport à mon métier qui est cuisinier, autant eux aiment la cuisine par rapport à leur métier de vigneron. Donc c'est ça qui est beau aussi. Ouais, c'est les rencontres, les amis, et puis certainement voilà des racines communes. Bon, on a commencé tout de même à mettre un vrai pied dans le sujet, ce terroir champenois qui est magique. Je t'avais eu confié mon appétence pour votre région et pour les vins de Champagne. On a d'ailleurs reçu ici même, alors pas à l'assiette, mais en face du micro Glouglou, Fred Savard. Ouais, c'est un super ami, Fred. Fred, on t'embrasse. C'était un moment juste exquis, délicieux et voilà, c'est une passion évidemment transmissible. Mais là, il est l'heure de parler justement des terroirs. Jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glouglou. Alors, on a une petite manie sur Glouglou, chef, c'est de demander à l'invité sa définition du mot terroir. Le terroir, c'est des racines. Donc le terroir peut s'apparenter à beaucoup de choses. Il peut s'apparenter au vin, à la gastronomie et à nous-mêmes. Parce que la notion de terroir pour un être humain est très importante. On a tous des racines dans un terroir. On vient tous d'un pays, d'une région, d'un endroit de la planète. Et tous les terroirs sont importants. Que ce soit un Brésilien, un Américain, un Russe, que ce soit un Japonais, un Chinois, un Français, un Européen. On a tous des racines quelque part. Et cette notion de terroir, elle est hyper importante parce que c'est ce qui nous construit tout au long de notre vie et tout. Moi, je m'amuse souvent à dire, j'ai un papa champenois et une maman bretonne, donc je suis 50% breton et 100% champenois. Donc, mais ces racines, elles sont importantes et elles me suivent depuis 50 ans parce que mes racines bretonnes me donnent envie d'avoir cette iode qui est quand même forte avec la mer et mes racines champenoises me donnent envie de cette acidité qui va bien avec l'iode. Et en plus, aujourd'hui, en Champagne, quand on analyse bien les champagnes avec des terroirs respectés, des terroirs raisonnés, avec une culture raisonnée et tout, on s'aperçoit que dans le Champagne, on a une belle pointe d'acidité, une belle pointe d'iode et un peu d'amertume. Donc ces trois éléments-là se marient bien avec la Bretagne. Donc mon terroir, il est là. Il est là. C'est beau, c'est toujours très inspirant d'entendre voilà, les définitions de nos invités. J'aime beaucoup la tienne, Arnaud. Ce terroir donc champenois, tu le disais, qui est en pleine d'ailleurs effervescence. Mais il y a aussi d'autres terroirs chers à ton cœur. Et outre la Bretagne, j'aime bien parler de paysages dans Glouglou. Est-ce qu'il y aurait des paysages, toi, qui t'ont marqué dans ta vie? Je pense que tous les paysages où on voit un pied de vigne m'ont marqué. J'ai toujours ce besoin, arriver dans un endroit, si je suis dans une région viticole, de voir les vignes. Les vignes sont magnifiques. C'est pas les mêmes en Bourgogne qu'en Champagne. Pourtant, on a des cépages similaires. C'est pas les mêmes dans le sud de la France. C'est pas les mêmes dans le Bordelais. C'est pas les mêmes en Alsace. C'est pas les mêmes dans le monde entier. Et on a toujours à apprendre de la vigne quand on arrive dans une région viticole. Quand on regarde la vigne, sa culture, sa hauteur de vigne, sa largeur de vigne et tout, quand on regarde tout ça et tout, on apprend énormément de la région où on se trouve. Et je t'entendais dire dans une émission, un podcast sur les chefs, sur la cuisine, justement qu'il t'aurait été assez difficile de concevoir justement monter aussi un restaurant, à l'étranger, parce que loin des racines, loin de ton terroir, et tu te sentirais pas chez toi. C'est compliqué. Moi, j'aime la Champagne, j'aime me retrouver en Champagne, j'aime les Champenois et j'aime les touristes qui viennent découvrir la Champagne parce que ça crée une atmosphère très effervescente et c'est ça qui est important. Me retrouver à faire un restaurant à l'autre bout de la planète sans les vignes, ça devient très compliqué. Après, on peut arriver à faire un restaurant à l'autre bout de la planète avec une cave remplie de champagne. Et est-ce qu'il y a, une région que tu as découvert récemment ou il y a peu qui vraiment a capté tes sens, t'a transmis une vraie émotion, peut-être aussi par le gré des rencontres, une région viticole? Une région viticole qui m'a toujours marqué, c'est la Bourgogne.
Parce que bon, on a quand même des similitudes avec la Champagne, mais il y a une trentaine d'années, quand j'ai découvert la Bourgogne et puis que je me suis fait beaucoup d'amis en Bourgogne, comme Pierre-Yves Collin-Moret, Bruno Collin, Caroline Moret et encore plein d'autres, on avait une approche du terroir qui était vraiment marquée en eux, parce qu'en Bourgogne, on a beaucoup de grands vignerons qui ont des petites parcelles. En Bourgogne, quand on se retrouve déjà avec 2, 3, 4, 5, 10 hectares, c'est déjà énorme. Donc mais ça reste des vignerons qui ont une forte popularité par rapport à leur vin, une forte densité par rapport à leur vigne, même si c'est des petites parcelles, mais qui ont une explosion du terroir dans chaque gorgée qui est assez exceptionnelle. Et c'est des vignerons qui sont encore dans leur vigne, qui sont au travail tous les jours et qui sont avec leur vigne et leur cave tous les jours. Et ça, c'était quelque chose, pour moi, il y a 30 ans, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Et quels impacts ces terroirs ont eu justement sur ton goût et sur ce qui est fascinant, ce talent que tu as pour imaginer et concevoir des plats? Moi, il y a 3 phrases qui me tiennent toujours à cœur, que j'ai appris par cœur il y a quelques années et que je ressors à chaque fois que je peux les ressortir, et en interview, comme avec mes équipes, comme avec mes convives, c'est faut jamais oublier d'où on vient, faut jamais oublier où on se trouve, et faut jamais oublier pour qui on fait. Je viens de Champagne, je fais pour les Champenois et je fais pour les touristes qui veulent découvrir la Champagne. Donc, et je me trouve en Champagne. Donc, tout mon terroir doit tourner autour de ma cuisine, et c'est un impact qui est perpétuel et permanent. Ouais, parce que je sais le soin évidemment dont tu œuvres pour aller choisir le bon produit, évidemment. Alors pas forcément, on n'est pas sur locavore parce qu'on est à Reims, tu le disais, le homard bleu. Et il vient forcément de Bretagne, voilà. Mais c'est mon locavore à moi puisque je suis à moitié breton. Mais par contre, effectivement, on boit très très local ici à la Cite. On boit très local, et tout ce que je peux trouver dans la localité, je le fais. Donc tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est fruits. C'est à quelques kilomètres. J'ai déjà un potager dans le jardin. Déjà. Et après, c'est le même maraîcher avec qui je travaille depuis maintenant plus de 15 ans, qui se trouve à 10 km de chez moi, qui s'occupe aussi du potager. Donc tout ce que je peux trouver en locavore, je le prends en locavore. Ouais, c'est passionnant. Bon, ça m'a donné un petit peu soif, et surtout j'ai envie d'en savoir un peu plus justement sur ta façon de consommer. C'est le prochain chapitre, il s'appelle Gamma GT. Let's go. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Gamma GT, mon cher Arnaud. On a envie de savoir, ça nous intéresse, la fréquence de consommation glouglou de notre invité. Cette fréquence de consommation de 1 à 7 jours semaine, qu'en est-elle? Le mardi, on est fermé au restaurant, on est fermé le mardi, mercredi, et pour être tout à fait honnête, c'est vrai que c'est le mardi où je profite de partager une belle bouteille avec ma femme, avec les garçons, en famille ou avec des amis et tout. J'aurai la possibilité et la chance de pouvoir goûter plein de belles choses les autres jours quand je travaille, mais je n'arrive pas à l'apprécier de la même façon que quand je suis détendu. Donc c'est vrai que je concentre ma consommation essentiellement sur le mardi, du coup. C'est intéressant ce que tu dis d'apprécier lorsqu'on est détendu. Oui, il faut toutes les bouteilles, que ce soit une bouteille de tous les jours ou une très grande bouteille, on l'apprécie vraiment quand on est détendu, quand on est en famille, quand on est avec sa femme, quand on est entre amis. Moi, j'ai des journées qui commencent le matin vers 8h, 8h30 et qui finissent vers 1h du matin. Me faire goûter quelque chose à ce moment-là, je vais l'apprécier évidemment parce que c'est toujours un moment de découverte, mais je vais pas l'apprécier à sa juste valeur. Parce qu'il y a un rythme, t'as un tempo, j'ai un rythme, je suis dans une concentration qui pousse à l'excellence, et c'est pas toujours évident. Donc de temps en temps, je fais quand même des dégustations avec des maisons de champagne pour leur faire des accords mets et champagne sur un gros repas, sur un événement et tout. Donc là, je rentre dans un moment de concentration, on choisit bien l'heure, et puis je suis au travail. Donc je vais goûter en pensant au plat que je vais faire en face, en pensant au produit que je vais pouvoir travailler en face. Mais là, je suis sur un mode travail. Donc je vais te dire que j'apprécie ce moment de dégustation par rapport à ce que j'imagine faire avec. Est-ce que je l'apprécie à sa juste valeur? Je ne sais pas. Les vrais vins que j'apprécie à leur juste valeur, c'est quand je travaille pas. Justement parce que j'ai pas le cerveau qui se met en route pour le travail. Et ben voilà une bonne idée, les glouteurs, c'est peut-être ouvrir une bonne bouteille de vin quand vous travaillez pas. Et puis a priori c'est mieux. Le vin c'est quelque chose, le champagne, le vin c'est quelque chose de très personnel. Il faut que chacun se l'approprie au moment où il en a envie. Moi j'ai des amis qui apprécient énormément le vin en restaurant, même quand ils sont en rendez-vous d'affaires. J'en ai d'autres qui apprécient uniquement quand ils sont chez eux. J'en ai d'autres qui apprécient quand ils ne travaillent pas. J'en ai d'autres qui apprécient tout autant quand ils sont au travail parce que ça fait partie de leur univers.
Il n'y a pas de règle sur le vin. Il faut le faire quand on a réellement envie, quand on ressent les choses. Donc voilà, moi quand je suis au travail et que je goûte certains vins, c'est pour le travail, donc j'ai un ressenti travail, et quand je suis fermé, je goûte le vin pour des raisons personnelles, et là j'ai un ressenti personnel. Donc dans les deux cas, c'est très intéressant, mais il faut le faire quand on en a envie. Quand et où achètes-tu du vin ? Cette question est peut-être un peu particulière et elle est peut-être un peu bête parce qu'effectivement tu es très sollicité et tes équipes, les chefs sommeliers ici sont sollicités. Vous recevez des vignerons de la France entière et même des grands domaines étrangers. Tu interviens sur le choix des vins qui rentrent à l'assiette champenoise. À 100%, parce que c'est vrai que c'est une complicité que j'ai aussi avec les sommeliers. Cette complicité, elle est importante et pour eux et pour moi, parce que c'est aussi un partage qu'on a, parce que après, c'est des vins qu'on va rentrer à la cave et puis qu'on va accorder avec les plats. Donc c'est une complicité qu'on a besoin les uns et les autres, ensemble. Donc j'interviens pas pour les surveiller, mais j'interviens surtout pour avoir cette complicité, pour aller faire aboutir le moment d'émotion qu'on essaie de donner à nos convives. Donc les achats de vins se font à travers les dégustations que les sommeliers vont faire, se font à travers les conversations qu'on a avec les sommeliers, à travers la construction de la cave telle qu'on la veut, à travers les événements de la vie aussi, parce qu'il y a des vins qu'on achète pour certains événements. Elle se fait à travers les tendances aussi, donc sans vouloir aller trop dans les tendances, mais en ce moment, par rapport à ce qui s'est passé ces 20 dernières années, il y a une belle ébullition dans le Bordelais. Et je pense qu'il faut qu'on reste attentif à ce qui se passe dans le Bordelais et tout. Il y a une nouvelle génération qui arrive dans le Bordelais et cette génération-là veut refaire les choses différemment de ce qui a été fait ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années et tout. Et cette ébullition-là, elle est intéressante. J'ai l'impression de revivre le Bordelais comme mon papa me l'expliquait quand j'étais très jeune, avec ses ébullitions, avec ses vignerons, avec ses maisons, avec ses châteaux. Et là, on est en train de revivre un renouveau dans le Bordelais où il faut qu'on reste attentif. Même si ces dernières années, ça a été un peu plus compliqué pour atteindre le Bordelais. Mais aujourd'hui, ils reviennent avec une génération qui veut de nouveau être proche de la restauration française, qui veut être de nouveau proche de la clientèle française, qui veut être de nouveau proche avec les convives qu'on reçoit et tout. Et il faut qu'on reste attentif à ça. Il y a des belles choses qui vont être mises en place au fur et à mesure et il faut être attentif à ça. Ouais, je suis aussi attentif sur le fait que tu as du flair, typiquement de sonder, parce que cette tendance aussi tu la sens. Ouais, c'est vraiment les balbutiements, je pense. C'est vraiment le début. Mais j'y crois, c'est un beau terroir français, ça fait partie des grands pays viticoles du monde, enfin des grandes régions viticoles du monde, ça en fait partie et tout, et il faut qu'on reste attentif à un mastodonte comme le Bordelais. Ouais. Moi, ça reste énorme. Il y a 3 régions viticoles dans le monde qui sont hors normes, ça reste la Champagne, la Bourgogne et le Bordeaux. Je veux dire, quoi qu'on en dise, toutes les autres sont top. Toutes les autres sont très grandes et très bonnes, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Toutes les régions viticoles sont très belles. Mais quand vous parlez avec les convives du monde entier, la Champagne, la Bourgogne et le Bordeaux, ça reste du rêve. Ça reste du rêve et c'est vrai qu'on y trouve des grands vins en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais souvent lorsqu'on met quelque chose en haut de la pyramide, on peut être tenté de vouloir le faire tomber. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se rappeler, mais pourquoi cette région, telle ou telle région, a été placée comme ça, de cette manière. C'est pas pour rien, c'est pas pour ses beaux yeux. Il y a forcément des trésors, une expertise, un savoir-faire, une passion et une multitude, on en revient, de terroirs et donc d'expressions très singulières, très identitaires de lieux avec des vins qui sont censés, en tout cas je pense qu'ils sont produits pour, logiquement, nous faire plaisir. J'ai été attentif et à la verrerie, à l'assiette champenoise, tu as une multitude de verres différents. Pour toi, j'imagine que ça fait intégralement partie de l'expérience, de l'art de la table. Ah ben c'est énorme. C'est surtout que c'est une tendance qui a changé ces 20 dernières années, parce que il y a 25-30 ans, on allait au restaurant, on avait le même verre du début jusqu'à la fin du repas, enfin le même modèle de verre du début jusqu'à la fin du repas. Ça dépendait du verrier qui était dans la région, et puis on achetait ce verre-là. Moi je me rappelle, en Champagne, ça s'appelait le Grand Champagne, c'était fait cristallerie de Bailleul qui se trouve dans l'Aube, et c'était quasiment un verre unique qui allait du début jusqu'à la fin du repas. Et moi, quand je suis arrivé, il y a une trentaine d'années, comme beaucoup de chefs de ma génération, on s'est posé la question, mais pourquoi boire que dans un seul verre ? Pourquoi avoir qu'une seule forme de verre ? Comment est-ce qu'on peut boire un chardonnay, d'un pinot noir, d'un meunier, ou même d'autres cépages, toujours dans le même verre ? Est-ce qu'il n'y a pas des expressions à travers un verre qu'on peut avoir ? Et on en arrive à un point où aujourd'hui, en plus, avec
toutes les formes de verre qu'on a et tous les fabricants de verre, parce que vous preniez un verre de chez Lehmann, de chez Riedel, de chez Alto et tout, on n'a pas le même rendu du vin. Et certains vignerons préconisent même la marque de verre, non pas par affinité, parce que à la limite ils n'ont pas d'affinité avec les verriers, mais c'est simplement par rapport à l'affinité du verre. C'est-à-dire que vous prenez des vignerons qui ont un vin qui est très minéral, ils vont zapper certaines références de verre parce que ça va faire ressortir encore plus de minéralité et arrive un moment, ils font un vin minéral parce que c'est leur terroir, c'est leur tendance à eux, c'est leur identité à eux et tout. Mais ils veulent aussi un peu de gourmandise, ils veulent de la fraîcheur, ils veulent de la rondeur, ils veulent qu'on sente, en plus de la minéralité, peut-être une pointe d'acidité, peut-être un peu d'iode, un peu d'amertume et tout. Donc il y a certains verres, certaines références qui vont dire, non, surtout pas ça, ça va faire ressortir que la minéralité. Et là, pour mon vin, il faut pas. Et que d'autres vignerons qui vont avoir un vin plutôt assez rond, plutôt assez végétal, vont aller vers ces verres qui font ressortir de la minéralité. Parce qu'ils en ont besoin à ce moment-là. Donc en plus, le verre peut vraiment interférer dans le rendu psychologique du vin. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui. Ouais, il y a une vraie ébullition, on en parle assez souvent sur Glouglou. Faites le test à la maison, prenez 3 verres différents, le même vin. C'est énorme. Les différences, elles sont énormes. Et en plus, ce que nous, on attend du vin aussi. Parce qu'il y a des jours où on attend du vin qui soit réconfortable. Il y a des jours où on attend du même vin que ça devienne une expérience. Et il y a des jours où on attend du même vin que ce soit un vin de copain. Donc c'est là, le vin ne va pas changer au fur et à mesure de notre humeur. Par contre, on peut arriver à l'amener à notre humeur grâce au vin. Tu parlais de la maison Lehmann, qui est française, qui est régionale d'ailleurs. Ouais, qui est à Reims. Et je vous invite, les amis, à faire vos petites recherches, mais il semblerait que notre invité du jour est son pro-modèle. Voilà, comme les skaters, comme les surfeurs. Tu as tes verres que tu as travaillé. Ouais, on a fait une collection il y a maintenant une dizaine d'années avec Lehmann et très simple d'approche parce que ça part du verre numéro 1 jusqu'au verre numéro 5. Le verre numéro 1 étant le plus gros et puis le verre numéro 5 étant le plus petit, on va dire. Mais tous sont adaptés à une structure de vin. Donc le verre numéro 1, c'est plutôt pour des vins assez anciens, pour pouvoir l'aérer au maximum, sans qu'on soit obligé de carafer parce que c'est à la maison, on n'est pas toujours équipé et de la carafe et du machin et du machin. Donc le verre, s'il peut faire le travail aussi de la carafe sur des vins un peu anciens pour bien l'aérer et qu'il soit tout de suite buvable, c'est tout aussi agréable. Et puis après, on va sur un verre à meunier, on va sur un verre à chardonnay, on va sur le verre uniquement pour le champagne d'assemblage. On s'est amusé à faire vraiment des verres différents pour chaque bouteille. Waouh. Bravo en tout cas pour ce respect et cette exigence, mais au service encore une fois du goût, les amis, et Dieu sait que ça compte ça. Attendez, j'ai l'impression qu'il arrive. On l'entend, ce petit cœur qui bat. C'est le prochain chapitre. Coup de foudre, jingle. Glouglou, pour l'amour du goût. Alors ce petit cœur, j'ai plutôt l'impression d'avoir, chers amis, un gros cœur tendre en face de moi. Celui d'Arnaud Lallemand, chef 3 étoiles de l'assiette champenoise. Cher Arnaud, dans ce chapitre, on va s'intéresser justement à ces coups de cœur, à ces vins qui te laissent un souvenir impérissable. Ils n'appartiennent qu'à toi, ce sont tes souvenirs. Est-ce qu'il y a potentiellement un vin dont tu aimerais nous parler, que tu aimerais nous confier ? Il y a un vin que je vais vous parler. Mais avant, je vais vous en parler de plusieurs. Le vin que mes copains font. Comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit Frédéric Savard, Alexandre Chartonne, Jérôme Prévost, Rodolphe Peters. Après, il va y avoir Alexandre Lamblot, il va y avoir Les Coulons, il va y avoir Anselme Selos, Guillaume Selos qui fait un travail extraordinaire derrière son papa. On a Francis Egli. Il y a plein de vins de copains. Et tout ça, c'est en Champagne. Hein. J'en ai oublié, là, j'ai Pascal Agrapar qui me vient en tête, Éric Rodez, Bérèche. Forcément, j'en ai oublié. Après, il y en a avec qui on partage encore plus parce que on partage aussi la côte de bœuf quand on a envie sur un barbecue. Donc ça, c'est ce que j'appelle à chaque fois le fameux quatuor. C'est Jérôme Prévost, Fred Savard, Alexandre Chartogne, Raphaël Bérèche, Rodolphe Peters. Donc on est même 5 plus moi 6. Quelle équipe, les amis. Voilà. Mais j'ai beaucoup de championnats en qui je pense. Après la Bourgogne, j'ai mes 2 témoins de mariage, hein, c'est Bruno Collin et Pierre-Yves Collin-Moret, donc avec qui je suis très proche depuis 30 ans, où j'ai fait des dégustations chez eux avec eux, on a fait des moments de partage à table qui étaient assez extraordinaires. Donc voilà, j'ai plein de vins de coups de cœur comme ça, mais c'est aussi des coups de cœur de vignerons.
C'est l'homme qui me plaît, qui est derrière, c'est la femme qui me plaît, qui est derrière les vins et tout, c'est leur identité, c'est leur approche qui me plaît et tout. Et il y a un vin pour moi qui reste toujours, qui reste avec une identité depuis des décennies, qui nous fait rêver, parce qu'il y a une vraie régularité dans l'identité, mais qui évolue avec le temps et tout, c'est la Maison Krug. Donc avec Olivier Krug, où on est très amis depuis une 30aine d'années maintenant, où on partage beaucoup de choses, et Krug a cette puissance d'avoir une identité qui évolue au fur et à mesure des décennies, qui reste toujours là, présent au goût du jour, avec sa propre façon de faire et sa propre identité. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire ou qu'on retienne de cette maison Krug que tu connais si bien? Krug, c'est le rêve inaccessible qu'on doit rendre possible à tout le monde. Voilà, c'est ça fait partie des choses. Des fois, quand on me dit quel est le vin qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie, je fais un verre de Krug. Parce qu'il faut le goûter une fois dans sa vie. Je conçois que c'est pas tout à fait évident de prendre une bouteille de Krug dans une cave, d'en acheter via Internet, ou d'arriver au restaurant de prendre une bouteille de Krug. Mais on est plusieurs restaurateurs à faire Krug au verre, et c'est le moment d'en profiter parce que c'est une vraie découverte. Krug dans une bouteille de grande cuvée, en ce moment c'est la 172e édition. Il doit y avoir 110, 115 vins différents dedans et tout. On remonte jusqu'à 15 ou 20 années en arrière. Donc je veux dire, c'est une part de la Champagne. C'est une part de la Champagne. Autant un parcellaire d'un vigneron d'une année en monocépage, monoparcelle, mono-année, c'est une expression identitaire extraordinaire. Autant Krug sur la grande cuvée, qui va avoir 115 villages différents sur une vingtaine d'années différentes, vingtaine de vendanges différentes, avec un vieillissement tel qu'ils le font et tout, c'est une part de la Champagne. Ouais, c'est un talent, le talent de l'assemblage, de la composition. Et Krug a cette façon d'être complet dans le sens où ils ont des assemblages ils ont leur assemblage sur plusieurs villages, plusieurs cépages, plusieurs années. Ils vont avoir leur mono-année, donc les millésimes, sur plusieurs villages et plusieurs cépages, mais ils vont avoir aussi leur mono-cépage en mono-année avec les clos. Donc ils ont cette multitude de savoirs qui est quand même assez puissant. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de goûter Krug. Évidemment, c'est une très bonne idée. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, et qui est liée aussi bien à Krug qu'à ta cuisine, puisque ma première virée champenoise, c'était en février 2018, ça m'avait marqué. J'avais eu la chance de pénétrer justement chez Krug, de visiter ses caves et de poursuivre ce moment extraordinaire. Enfin, quand on est passionné de vin, quand on arrive chez Krug, j'étais comme un petit garçon, et on avait partagé donc un déjeuner où tu avais signé le menu. Donc c'était aussi moi mon premier contact, voilà, avec ta cuisine. Et je suis un grand fan de musique, et j'ai un groupe que je place, voilà, moi tout en haut de la pyramide, qui s'appelle False, un groupe anglais. Et je me souviens qu'on nous faisait déguster Krug Rosé 2004. Bon, déjà, un vin à tomber par terre. C'était une base 2004, parce que chez Krug, le rosé n'est pas millésimé, mais par contre, c'est un assemblage de plusieurs années, et en 2018, on devait être sur une base 2004, donc ça veut dire au moins 50-60% 2004, et après plusieurs années antérieures. Vous avez vu ? Mon invité est précis. Et c'est important, la précision, pour avoir 3 étoiles, non ? Alors, c'est exactement ça. Et ils ont créé un système, voilà, moi qui m'avait bien plu, un petit QR code, où, qui nous renvoyait sur la playlist du vin. Ils avaient pensé à faire une playlist en musique de chaque vin. C'est toujours en place. Et j'avais retrouvé, justement, je crois que c'était le titre Stepson de False, qu'on avait écouté à table. Et j'avais l'impression que les planètes étaient alignées, tant ce qu'il y avait dans l'assiette était juste merveilleux, des saveurs qui matchaient tellement bien avec le vin. Ce vin de champagne, magnifique, et la musique, que demander de plus ? C'est Olivier Krug, qui est passionné de vin, de champagne, de gastronomie, de musique, qui arrive à faire ce mariage complet de tous ces éléments-là, et qui arrive à faire vivre une expérience assez extraordinaire. Ouais. Et ça s'était d'ailleurs terminé. J'étais le petit chanceux de la bande, je crois, ce jour-là, puisqu'ils avaient ouvert à millésimé, 1990, mon année de naissance. Tout à fait. En Magnum, je pense. Ouais. Et là... C'était en Magnum. À genoux. En 2018, ouais, c'était Magnum de 90. C'était monumental. Bon, et ces rencontres, tiens, vigneronnes, en dehors et des sentiers bourguignons et champenois, est-ce qu'il y a une figure, tiens, que tu as envie de nous recommander, qu'on s'y intéresse ? Un autre vigneron en dehors de la Bourgogne et de la Champagne ?
J'ai eu des belles rencontres, moi, ici au restaurant, avec des gens comme Jean-Louis Chave ou Dominique Lafont. Tu vas me dire, on revient à la Bourgogne. Donc, mais ça reste des vraies belles rencontres, et puis avec des vignerons avec une sincérité et un cœur, avec beaucoup de bienveillance et d'empathie qui sont assez extraordinaires. Bon, ça m'a donné soif. Chef, je te propose que l'on passe aux choses sérieuses. Petit exercice du jour, blind tasting. C'est ce que c'est. Ouais, on va goûter. Let's go. Blind Tasting. Blind tasting, les amis, en compagnie de notre invité du jour, chef Arnaud Lallemand, chef 3 étoiles au guide Michelin à l'assiette champenoise. Mon cher Arnaud, je t'ai servi un liquide, a priori d'apparence rouge, au reflet rubis dans ton verre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Au nez, c'est très agréable, parce que c'est vrai qu'on a encore ces notes de fraîcheur, donc je pense que c'est un vin qui a pas plus de 10 ans, de toute façon, qui a même moins de 10 ans. On a un côté végétal qui me plaît beaucoup. Il y a un nez qui donne envie d'aller vers la gourmandise, de goûter, de boire, de toute façon. Ouais, de boire cette petite cerise griotte pleine d'éclat, ces fruits rouges. Peut-être ces notes aussi herbacées. Ouais, il y a un côté, comme tu dis, herbacé, mais poivré aussi. Alors, tu le sais, chez Glouglou, on demande à l'invité de se jeter un petit peu à l'eau, nous faire part, évidemment, c'est le plus important, de ses sensations, et puis pourquoi pas essayer de deviner la région, le vigneron. Il y en a qui ont trouvé, sans Glouglou. Ouais, il y a peu de chances que je trouve, parce que je goûte pas assez souvent et je déguste pas assez souvent. Après, moi j'ai une faculté sur le vin de toujours dire j'aime ou j'aime pas. C'est pas le vin qui me dit que je dois aimer. Donc c'est j'aime ou j'aime pas. Là, j'ai goûté. On a une approche au palais qui est très flatteuse, parce qu'il y a quand même beaucoup de saveurs qui viennent tout de suite réveiller les papilles. C'est les papilles qu'on a un peu au fond du palais, ça vient les réveiller, ça les amène et tout. Il y a un côté qui donne envie d'y retourner. Donc ça, c'est très agréable dans le vin d'avoir envie d'y retourner et tout. On a quelque chose de très léger, très subtil en même temps, donc qui est plutôt facile à boire. Voilà, on va dire plutôt facile à boire. Est-ce qu'après, on a quelque chose qui reste ? C'est pas ce qui reste le plus, mais il y a quand même il y a une belle matière végétale, herbacée, épicée, et avec beaucoup de légèreté, un bel équilibre. Bon, écoute, j'ai très envie de lever le voile alors, à moins que peut-être, allez, t'aurais une idée, un pays, on est en France, on est à l'étranger ? Non, sincèrement, j'ai aucune idée, et puis c'est pas la Bourgogne, c'est pas la Champagne, ça c'est évident. La bouteille vous l'indique effectivement, je retire la chaussette, cher Arnaud, et j'ai ce plaisir de t'amener voyager en Italie, en Toscane, dans un domaine que je trouve stupéfiant. Il s'appelle Giodo, sur les grands terroirs de Montalcino. Avec une cuvée, elle aussi bien singulière, il s'agit de la Quinta IGP Toscana. C'est beau, c'est très beau, parce que on n'est pas habitué à ça en Toscane, en fait. On n'est pas habitué à avoir autant de finesse et autant de légèreté. Et c'est sur quel millésime, là ? Alors, on est sur 2022, et c'est assez juste ce que tu dis. Je pense déceler, en tout cas, ou l'a priori, l'association des goûts que tu faisais jusqu'à maintenant avec la Toscane, puisque la Toscane a en quelque sorte deux visages. Il y a une Toscane aux accents quasi bordelais, avec les merlots, les cabernets. Et puis, il y a l'identité même historique, qui est l'Ode au Sangiovese. Avec, là, des sélections massales de très vieux Sangiovese. On est au domaine Giodo, qui appartient à Carlo Ferrini, qui est l'un des plus grands œnologues, en fin de compte, de ces 50 dernières années en Italie. Bon, c'est un monsieur qui se destinait plutôt à devenir fromager. Pas de peau, il a consacré ses 30 dernières années du coup à conseiller les plus grands domaines italiens de la péninsule, alors de Trente au nord-est du pays, jusque sur les flancs abrupts de l'Etna en Sicile. Et ça, c'est un lieu où il a posé ses valises, une toute première parcelle en 2002. C'est un domaine qui fait en tout et pour tout 6 hectares. Mais la cuvée qu'on goûte, c'est 3 hectares, soit, si mes calculs sont exacts, 4,2 terrains de foot, pour nos amis auditrices et auditeurs, qu'on se rende bien compte que c'est tout petit. On est à 500 mètres d'altitude et on est là sur ces grands Sangiovese. Donc, il a dédié toute sa vie pour les sélectionner, sélection massale. Et je trouve, voilà, ce vin, moi, qui m'a bluffé par son énergie, cette appétence, cette gourmandise. Et c'est un vin qui va pouvoir vieillir et qui fera des très belles choses en vieillissant, et qui va
que se renforcer encore en plus en vieillissant. Aujourd'hui, ce domaine, Giodo, et surtout Carlo Ferrini, a été rejoint par sa fille, Bianca, et son gendre, Federico, un couple absolument adorable, moi que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer l'été dernier en m'y rendant. Voilà, on sent une passion palpable chez cette famille, tout autant d'énergie qu'émane donc de ces grands vins faits à base de Sangiovese. Alors volontairement, ils ont déclassé, puisqu'on est sur la zone d'appellation Brunello, ça c'est assez intéressant, de manière à être libre sur le chemin de vinification et d'élevage. Donc Carlo Ferrini a lui-même designé, un peu à ta façon avec ses verres et la maison Liman, lui, il a fait ses propres foudres et il a des grosses amphores. Donc en gros, 50% du vin est élevé sous bois, des demi-muttes 500, des foudres de 2500 litres, 2700 litres, et puis de grosses amphores qui ont la taille des barbes à papa. Rendez-vous compte, c'est impressionnant. Et je suis voilà, très heureux de te faire découvrir ce vin. C'est très agréable, c'est très bon, on a envie d'y retourner. C'est un vrai vin d'amis et de copains, quoi. C'est top. Et qu'est-ce que le chef qui sommeille au fond de vous aura envie de cuisiner pour se faire plaisir avec cette bouteille ? Pigeon. Ouais, pigeon cuit sur le coffre, rôti à la minute. On lève les filets, on les pose directement sur l'assiette comme ça, où il y a encore le côté très moelleux du pigeon, presque légèrement cru à l'intérieur. Et je pense que le pigeon pourrait très très bien aller dessus, avec un petit condiment cassis, comme je fais en ce moment, condiment cassis avec un jus de pigeon terminé au jus de cassis, avec une petite garniture un petit peu poivre, épices à l'intérieur de la sauce. Bon, ben je vais te laisser la bouteille et puis je te laisserai faire les travaux pratiques cet après-midi dans la cuisine. Et quelle brigade! Ça aussi, c'est vraiment vraiment impressionnant. Je reviens là-dessus, mais quand même cette équipe, en fin de compte, toutes ces personnalités qui œuvrent pour faire plaisir aux convives au quotidien ici à l'Assiette Champenoise. Les amis, c'est une expérience que je vous recommande et qui marque. Alors tu vois, par contre, là ça m'a donné envie de te titiller un peu sur les accords mets et vins. J'ai photographié ta carte. Très bien. Et je te propose qu'on joue à qu'est-ce qu'on boit sur qu'est-ce qu'on boit sur notamment un plat signature qui ne quitte pas cette carte. Il s'appelle le homard bleu, hommage à mon papa, jus des têtes. Oui. Qu'est-ce qu'on boit sur ce plat ? Un champagne rosé. Un champagne rosé, ça va super bien. Et on parlait de Krug tout à l'heure. Quand tu me disais sur une base 2004, c'est parfait. Bon, on testera juste après l'émission. Voilà. Oh là là. Rendez-vous compte, c'est terrible. Qu'est-ce que je lis ? Riz de veau fermier, artichaut de Monsieur Deloffre, jus de veau rôti, vinaigre, Barolo. Mamma mia. Un vin de chez Francis Egli. Voilà, ça peut être aussi bien son coteau champenois qui est l'Ambonnet rouge, qui peut aller très très bien dessus, parce que c'est vrai que on va avoir des notes herbacées et poivrées sur le coteau qui iront très bien avec le jus de veau Barolo, comme ça peut être un de ces grands champagnes. Et alors tiens, parce que c'est de saison, l'asperge verte, condiment algues, sauce coteau champenois. Intuition de chez Lamblot, où là on a un résultat olfactif qui est assez extraordinaire, qui est une vraie particularité d'Alexandre, et sur l'asperge qui est très végétale, ça peut très bien se marier. Et pour finir, toi, ton accord préféré? Bah ça dépend du moment, ça dépend de l'heure de la journée, ça dépend du moment, ça dépend avec qui je suis. J'ai des souvenirs de langoustine rôtie juste à la plancha au dernier moment avec la closerie de chez Jérôme Prévost. J'ai des souvenirs de turbo breton au vin jaune avec des gouttes d'or de chez Frédéric Savard. Enfin, j'ai plein de souvenirs comme ça et tout qui sont toujours extraordinaires. Donc il y a plein de belles choses. Il y a pas très longtemps, on avait fait un vol au vent sans pâte avec un vin de chez Raphaël Berèche, qui était l'accord était splendide. Je pense que mon meilleur souvenir d'accord mets et champagne, c'est celui que je vais faire demain. Eh ben, on se donne rendez-vous demain. Voilà. Alors, prochain chapitre, et c'est vrai qu'on s'approche doucement, mais sûrement vers la fin de cet entretien. Merci encore Arnaud de me recevoir. Je veux te proposer un petit moment d'introspection, justement, un petit moment de calme, une parenthèse dans le tumulte de la vie, dans cette période d'ailleurs qui est toujours peut-être un peu trop mouvementée et pas forcément pour les bonnes raisons. Et donc j'ai envie qu'on se fasse plaisir, que tu te fasses plaisir en choisissant le menu du jour, celui qui te touche. C'est composé de 5 ingrédients.
ma petite recette, elle est pas très compliquée. Je te propose de choisir un vin, de choisir un vinyle, parce que j'ai envie d'en savoir plus aussi sur tes goûts musicaux, ou la musique du moins que t'aimerais écouter ici et maintenant, un plat, un lieu, sans oublier évidemment le partage, la personne avec qui tu aimerais partager ce moment. Un vin, ce sera un champagne. Ça, c'est clair. Voilà. Un plat, je pense que ce sera la langoustine. Voilà. Un vinyle, ça c'est un peu plus compliqué. Après, j'ai des coups de cœur de jeunesse comme U2. Voilà. Le lieu, je pense que ce serait en cuisine ici. Et la personne, mon papa. Magnifique. Très belle recette magique de notre invité, Arnaud Lallemand, chef 3 étoiles de l'Assiette Champenoise. Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Mon cher Arnaud, j'aimerais bien que tu puisses nous confier aux glouters, aux auditrices, aux auditeurs, quelles sont tes bonnes adresses. C'est 2-3 bonnes adresses où tu aimes, toi, aller te faire plaisir justement sur ces moments un peu de calme. Sur Reims, déjà, il y a le Gloupote. Donc, je sais pas si tu es déjà allé au Gloupote. Alléluia, la Mecque, Stéphane Arion. Ouais, Stéphane, qui est un de mes meilleurs amis depuis une trentaine d'années, qui a une carte des vins assez extraordinaire, qui fait des très belles viandes, et on a vraiment de quoi se faire plaisir sur la carte des vins. Donc, il y a le Gloupote. Après, il y a plein de belles choses sur Reims. Après, on a un petit bar à vin qui s'appelle la Grosse Bouteille, qui fait des belles petites choses, qui est vraiment intimiste. On va avoir les Crayères, où on passe des très jolis moments aux Crayères aussi, parce que souvent on nous oppose l'Assiette Champenoise et les Crayères, mais c'est totalement faux parce qu'on est très complémentaires les uns des autres. Il y a la terrasse du Royal Champagne où on peut passer des très jolis moments. Après, il va y avoir plein d'autres restaurants. Ça dépend du moment. Moi, il y a des mardis matins. Il y a pas très longtemps, je me suis retrouvé il était 11h du matin, je sortais d'un rendez-vous chez le dentiste, pour tout dire. Et à côté de chez le dentiste, il y a un bar de quartier qui s'appelle le Balto où tout Reims se retrouve pour boire un café, et il était 11h du matin, c'était le moment de se retrouver avec quelques Rémois là-bas. Je suis passé devant, il y en avait certains qui étaient installés à boire le café, puis je me suis retrouvé là-bas et j'ai passé un super moment pendant une demi-heure. Donc voilà, ça dépend du moment. Ça peut être le matin dans un bar de quartier parce que on a des copains qui sont en train de boire un café. Ça peut être le midi au Gloupote parce que on est sur la terrasse, on a envie de boire une belle bouteille. Ça peut être l'après-midi, pourquoi pas au Royal Champagne sur la terrasse face aux vignes parce que c'est un spot qui est assez extraordinaire. Le soir, un repas aux Crayères, et puis voilà, je veux dire, il y a Philippe Mille qui a ouvert Arban, qui est extraordinaire. Il y a Kazoo qui a Racine, qui a un restaurant très intimiste, franco-japonais, qui est plutôt super sympa. La Grande Georgette avec Julien, qui fait un travail remarquable. Le Cul de Poule avec Stéphane, qui fait une cuisine bistrot qui est super sympa, un peu semblable à la Régalade à Paris. Tu vois, dans l'esprit et tout. Il y a plein d'endroits où on s'éclate à Reims et tout. Moi, j'habite à la campagne, à 10 km de Reims. Il y a un petit village qui s'appelle Muson. Il y a un restaurant de village, vraiment le restaurant sur la place du village qui fait des super tartares qui s'appelle l'Apogée. Il n'y a pas... Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est au meilleur moment qu'il faut le prendre. Bon, je crois qu'on retrouve en tout cas ici même toute la générosité du chef, et je pense qu'il va falloir donc monter un guide des bonnes adresses champenoises. En tout cas, vous le savez les amis, vous retrouverez toutes ces bonnes adresses sur Instagram, Glouglou Podcast, où je tiens à vous remettre en permanence toutes ces infos, tous les vignerons cités. On va les retrouver de manière à ce qu'on puisse aller chercher l'info et découvrir. On entend un petit peu de bruit derrière, pas de panique les amis. Oui, il faut s'attabler, il faut que l'établissement soit propre, et donc c'est un petit aspirateur qui est passé et peut-être qu'il repassera et ce n'est pas très grave. J'espère que ça ne vous embête pas. Chef, j'avais envie, avant qu'on se quitte, de te lire et peut-être de vous lire, chers glouters, un extrait d'un livre que j'ai découvert très récemment, qui a été écrit par une cuisinière que tu connais peut-être, qui s'appelle Maria Nicolo, qui vient de sortir un très joli livre qui s'appelle Cuisine ou Barbarie. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Maria écrit en introduction: la cuisine est la plus puissante des armes, utile et révolutionnaire, que chacun d'entre nous a à sa portée pour faire du monde que nous voulons une réalité ici et maintenant. La cuisine
loin d'être un acte de consommation autonome ou un sport de week-end, c'est ce qui apporte à nos vies de la nature, de la porosité, de la perméabilité. C'est ce qui nous intègre dans ce vaste système vivant et palpitant qu'est le monde, comme un membre utile, un organe vital, une tentacule, un tendon, un pancréas ou un intestin, qui transforme ce que la nature lui offre et lui rend ce qui est superflu. Ce processus de transformation nous métamorphose, nous et notre environnement, et engendre une profusion de culture et de plaisir. Je trouve ça très beau, et elle dédie ces quelques lignes à l'intention de celles et ceux qui pensent que la cuisine n'est pas faite pour eux, ceux qui n'osent pas, ceux qui ne pensent pas avoir le temps, ceux qui ne savent peut-être pas. C'est en tout cas un livre sur l'acte de cuisiner que je trouve très intéressant. Qu'est-ce que la cuisine pour toi, mon cher Arnaud ? Ah, c'est un acte d'amour. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On part d'un produit brut qui a été pêché, chassé, élevé, poussé par un artisan hors norme qui nous donne un produit brut. On va légèrement le transformer pour faire passer des émotions à un convive. Donc c'est un acte d'amour, ça c'est clair. Et après, je dirais que la cuisine permet aussi de résoudre plein de problèmes. Permet de résoudre autour d'une table des problèmes de famille, autour d'une table des problèmes de politique régionale, nationale, internationale. Des grandes guerres se sont arrêtées autour d'une table, des gros contrats se sont signés autour d'une table, des grands événements se sont passés autour d'une table. Une demande de fiançailles, une demande de mariage, un anniversaire de mariage, un résultat d'examen, une promotion, tout ça, ça se passe toujours autour de la cuisine. Voilà, c'est beau. On y est. La question finale, vous me voyez venir, oui, vous savez vous. Let's go. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Mon cher Arnaud, encore une fois, merci. Nous y sommes. Glouglou, une émission qui vise à parler du vin autrement, à le désacraliser. Et d'ailleurs, chers amis, merci encore d'être de plus en plus nombreux à écouter, à suivre et à vous abonner. C'est superbe. Et toujours un plaisir de partager des choses, des petits messages avec vous. On y est, Arnaud. Moi, ce qui m'intéresse, et je pense qu'on l'a eu capté pendant cette émission, c'est de répondre à cette question. Qu'est-ce que le vin dit de toi ? Que je suis gourmand. Voilà, moi je suis un gourmand de la vie, je suis un gourmand de la cuisine, je suis un gourmand du vin, et de par la chance que mon métier me procure, j'ai la chance de pouvoir goûter beaucoup de choses, beaucoup de vins, et c'est vrai que je suis un vrai gourmand d'expériences différentes dans le vin. Et curieux. Ah bien sûr, ça va avec la curiosité de toute façon. Ça, on vous le dit jamais assez. Restons curieux autant que faire se peut, parce que ça nous réserve des merveilles, des surprises, de l'étonnement. Ça met un peu de relief dans nos vies. Et je dis souvent, il faut relativiser aussi l'approche du vin comme l'approche de la cuisine, parce que au bout du compte, dans une année, il y a quand même, on va dire 365 jours, ce qui fait à peu près 700 repas par jour, par an. Un le midi, un le soir, ça fait à peu près 700 repas par an. Ça fait X plats goûtés, X vins de goûter ou quoi que ce soit. N'ayez pas peur, lancez-vous. Faites des expériences, faites des nouveautés, n'allez pas à la sécurité tout le temps, et même si dans l'année, vous foirez 3 bouteilles et 3 repas, c'est pas grave. Au moins, vous en aurez découvert plein à côté. Je te remercie pour ces mots, et j'y vois là justement un petit pont avec le texte de Maria. Exactement. Qui dit ça à peu près pour la cuisine. Voilà, n'ayez pas peur en fin de compte de cuisiner, comme n'ayez pas peur d'ouvrir une bouteille. On mange 2 fois par jour, donc sur l'année, encore une fois, ça fait 700 repas. Donc même si on en foire quelques-uns, même si on s'est trompé de restaurant une fois ou deux, même si on est peut-être passé à côté de quelque chose, il y en aura plein d'autres. Bon, en tout cas, si vous voulez ne pas foirer un repas, vous pouvez venir ici et faire confiance au chef et à sa brigade talentueuse pour vous régaler et partager un moment d'exception. Cher Arnaud, juste avant que l'on se quitte, aurais-tu une piste, un relais à passer à quelqu'un que tu aimerais entendre sur Glouglou ? Olivier Krug. Olivier serait un très joli narrateur. Par contre, avec Olivier, il faut que tu prennes la journée. Il a beaucoup de belles histoires à raconter. T'en as pour la journée. Mais voilà. Ça ne me fait pas peur. Olivier Krug, ça peut être extraordinaire. Bon, Olivier, j'espère te recevoir sur Glouglou pour honorer cette belle passe décisive de chef Arnaud Lallemand. Le temps long, on en parle et c'est quand même ce qui habite aussi cette émission, une émission d'1 heure. Je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, où toutes les choses sont très minutées, très timées, des réels de 30 secondes, on est toujours dans le court, dans le gros titre. Et quand même, ces moments-là, en tout cas, m'auront permis, personnellement aujourd'hui, d'en apprendre plus sur toi et de tisser un lien que je trouve très agréable. Arnaud, un grand merci
pour ton Merci à accueil. toi, Pierre-Yves. Merci pour tout ce que tu fais pour le vin. Eh bien, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, vous connaissez la chanson. Buvez bien, buvez bon. Ciao, ciao. Bisous. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glou, c'est marrant comme nom et je comprends tout. Ah, mange! Pour une fois, je comprends tout! Ah, merde! Arrête ton cirque! Spectacle glou, spectacle glou.